Bonjour à tous, vous êtes sur CGTN français. Soyez les bienvenus dans cette émission spéciale consacrée au 9e sommet des BRICS à Xiamen, qui se tient du 3 au 5 septembre. Dans le cadre du sommet 2017, le Forum de l'industrie et du commerce du groupe des BRICS s'est déroulé hier et aujourd'hui. Et ce soir, un banquet d'accueil est organisé pour les invités distingués du sommet. Le président chinois Xi Jinping, accompagné de son épouse Peng Liyuan, accueillera les invités et fera un discours sur place. Nous y assisterons tout à l'heure. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir comme invité sur notre plateau M. Wang Kun, professeur de français à l'Université des langues étrangères de Beijing, pour nous parler du sommet et d'autres sujets concernés. Bonjour M. Wang. Bonjour. Et rendez-vous tout à l'heure. Okay. Le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours liminaire à la cérémonie d'ouverture du Forum de l'industrie et du commerce dans le cadre du 9e sommet des BRICS hier après-midi, dans lequel il a appelé à redoubler d'efforts pour continuer à approfondir la coopération au sein du bloc. Tandis que le monde connaît une mutation profonde et complexe, la coopération des BRICS est devenue plus importante. Nos peuples s'attendent à ce que nous stimulions ensemble le développement et améliorerions leur bien-être. La communauté internationale s'attend à ce que nous apportions notre contribution à la paix mondiale et au développement commun. On doit redoubler nos efforts pour renforcer globalement le partenariat et entrer dans l'âge d'or de la coopération des BRICS. Plus tôt, accueilli ses homologues des 4 autres pays des BRICS au Centre international de conférences et d'exposition de Xiamen. Les dirigeants des pays membres des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, se sont prêtés à la traditionnelle séance de photos avant de participer à une série de réunions. Ils vont aborder des questions de connectivité, d'économie bleue et de développement économique régional. Avant le sommet des BRICS, notre correspondant Al-Josa Milankovitch a interviewé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Ryabkov, pour discuter du futur des BRICS en ces temps incertains. Nous les écoutons. Ma question est liée aux BRICS. Par exemple, la situation au Brésil a changé, la direction politique du pays a changé et elle n'est pas la même qu'il y a 2 ans. On peut voir des tensions entre l'Inde et la Chine. À la lumière de tout cela, que pensez-vous de l'avenir des BRICS? On voit que rien n'arrête les BRICS. Aucun des partenaires ne perd intérêt dans les BRICS. Avec grand plaisir, nous observons que les BRICS continuent leur consolidation et continuent de s'établir dans l'arène mondiale. Et c'est déjà un acteur irremplaçable et influent dans le monde des affaires. Les BRICS maintiennent leur caractère d'association informelle avec très peu de bureaucratie et beaucoup de dialogue à la recherche d'un compromis. Je ne vois aucun signe de friction ou de questionnement sur les relations entre les partenaires qui sont influents dans le processus. Nous voyons le gouvernement du Brésil dirigé par le président Temer et le gouvernement d'Inde et la direction de la République populaire de Chine qui assurent la présidence des BRICS cette année. Nous sommes d'accord pour dire que les BRICS ont besoin d'être renforcés et de voir une augmentation des efforts collaboratifs, en particulier dans les domaines économiques. Je suis d'accord pour dire que nos collègues chinois, durant la présidence qui commence cette année, commencent une 2e décennie en or pour les BRICS. J'ai une question maintenant concernant les BRICS et l'organisation de coopération de Shanghai. La Russie prend une part active dans les 2 organisations et aussi dans le projet Ceinture et Route. Quels sont les bénéfices que la Russie a retirés de sa participation dans ces organisations et projets? Le rôle de la Russie est d'être un facteur d'intégration qui peut enrichir les formats des interactions avec les partenaires en Asie et dans l'Est, étant donné l'expérience que nous avons acquise à travers les années de travail et avec l'expérience d'avoir à traiter avec l'Union européenne. Avec des années de collaboration et parfois de confrontation avec les collègues de formats similaires à OSCE, etc. Toutes ces expériences avec les BRICS sur la sécurité cybernétique
Notre position dans les corps de Genève et de New York et dans d'autres arènes est que cela devient de plus en plus fort. Nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau, Monsieur Wang. Alors, faisons tout d'abord un petit résumé. Alors, intéressons-nous tout d'abord sur l'histoire de la création du terme BRICS, ou bien plus initialement BRIC, bien sûr, avant l'ajout de l'Afrique du Sud dans ce groupe en 2011. Ce terme fut créé quand, par qui et pour quelles raisons? Donc ce terme a été créé par un économiste du groupe Goldman Sachs dans son rapport annuel. En fait, bien sûr, cela correspond à une réalité à l'époque, c'est-à-dire c'est vers l'an 2000-2001, la période où la Chine s'est intégrée à l'Organisation mondiale du commerce, et cela symbolise également l'essor économique du pays, et ainsi que quelques autres pays émergents qu'on qualifie comme pays émergents. Donc on parle à l'époque beaucoup les pays émergents, les nouvelles économies du monde, etc. Donc on désigne par ces termes le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Donc les 4 pays qui ont connu les meilleurs records économiques donc à l'époque. Donc pour désigner ces 4 pays-là, en fait on a inventé, donc d'abord par les économistes, ce terme BRIC, donc pour le sigle, l'acronyme, et cette expression-là a été reprise progressivement dans beaucoup de rapports, donc qui ne se limitent pas dans le terme économique, mais aussi dans le terme politique. Donc petit à petit, ces termes sont acceptés par les gouvernements respectifs qui acceptent cette désignation et s'appellent donc depuis 2009 officiellement les pays BRIC, et à partir de 2011, donc avec la proposition de la Chine, on a intégré l'Afrique du Sud dans ce sigle, donc cela devient BRICS avec un S qui symbolise l'Afrique du Sud dans ce terme, et donc à partir de 2011 cela officialise comme terme BRICS. D'accord, et poursuivons avec l'histoire de la création du groupe des BRICS plus tard, des BRICS avec un S à la fin. Dans quelles circonstances fut créé ce groupe et quand les pays membres décident de se réunir régulièrement, et à partir de quelle année ils se réunissent régulièrement? Donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, l'invention de ce terme a été pour désigner un groupe de pays émergents, et ces pays-là sont caractérisés par leur caractère le plus saillant, prononcé, c'est qu'ils ont connu une croissance économique rapide, et ce sont tous les pays en développement. Donc pour désigner ces pays-là, en fait, ce sont d'abord les Occidentaux qui utilisent ce terme-là, mais à partir de 2009, en fait, c'est juste après la crise économique, donc ces pays ont beaucoup souffert, non pas uniquement des conséquences de la crise financière et économique, mais aussi pointé du doigt des pays occidentaux en disant que ce sont les pays-là qui ont volé du travail chez les pays développés. Donc du coup, ces pays-là veulent se regrouper donc en tant que pays en émergence pour montrer leur volonté de continuer de poursuivre la mondialisation ou la globalisation de l'économie, mais d'une bonne manière, c'est-à-dire que de continuer à vouloir promouvoir cet échange à pied égal, donc cette libre circulation des marchandises, de promouvoir le commerce international, le financement donc en termes internationaux et l'investissement, etc. Donc en faveur justement du développement de ces pays-là, pour en même temps lutter contre le protectionnisme, donc cette envolée dans les médias occidentaux surtout, et chez les hommes politiques occidentaux, de cette attitude contre les pays émergents. Donc du coup, à partir de 2009, donc chaque année, ces pays de BRIC et puis de BRICS se réunissent régulièrement, organisent leur propre sommet. Donc il faut souligner que c'est d'une institutionnalisation des groupes des pays émergents en dehors, sans la participation des pays occidentaux. Donc ça, c'est quelque chose d'important vu l'importance économique de ces pays. Alors, la première édition du sommet des BRICS s'est tenue bien sûr en 2009 et en Russie.
Alors, depuis hier en Chine, tous les yeux sont rivés sur la ville de Xiamen où se tient actuellement le 9e sommet des BRICS. Alors, c'est un grand événement annuel qui ne se tient néanmoins pas toujours en Chine. Alors, pourriez-vous nous expliquer comment les villes hôtes sont-elles choisies pour chaque sommet? Je crois qu'ils ont commencé par le tour de rôle. Il se trouve que le premier sommet s'est tenu en Russie, alors que donc, progressivement, chacun des pays à tour de rôle organise par la suite un sommet. Donc jusqu'en 2011, là où on a décidé d'ajouter l'Afrique. Désolé, monsieur, de vous interrompre. Alors, notre journaliste Clémence Azuelos est à Xiamen. Nous allons la rejoindre immédiatement. Bonjour Clémence. Bonjour Jodine. Alors, ma première question, qu'est-ce qui ressort de la session plénière des BRICS? Oui, alors effectivement, la session plénière, qui est l'événement marquant officiellement l'ouverture de ce 9e sommet des BRICS, a eu lieu aujourd'hui. Elle s'est achevée sans communiqué de presse officiel pour l'instant. Toutefois, on a pu suivre le discours d'ouverture du président chinois Xi Jinping. Il a rappelé, comme il l'avait fait hier, les accomplissements de la dernière décennie des BRICS, en insistant sur la volonté commune qui avait porté l'organisation jusqu'à présent. Il a ensuite indiqué qu'il fallait à présent redoubler d'efforts pour pouvoir obtenir des résultats concrets et pour pouvoir réaliser le plein potentiel de la nouvelle révolution industrielle. À ce stade, il a cité une statistique intéressante qui est qu'en 2016, les pays des BRICS ont réalisé 196 milliards de dollars d'investissements à l'étranger, mais que seulement 5,7% de ces investissements avaient pour destination un autre pays membre des BRICS, ce qui signifie selon lui que la marge de progression en termes d'investissement notamment est très importante. Il a annoncé à cet effet que la Chine allait débloquer 500 millions de yuan, soit 76 millions de dollars, pour pouvoir faciliter l'investissement et l'échange entre les pays des BRICS. Il a également annoncé que la Chine allait investir 4 millions de dollars supplémentaires dans les infrastructures de la nouvelle banque de développement. Et outre ces déclarations du président chinois, il ressort de cette réunion plénière quelques déclarations communes. Tous les États se sont prononcés unanimement contre le terrorisme, contre le protectionnisme, contre la corruption également, ce qui est nouveau. Et ils se sont prononcés unanimement pour plus de multilatéralisme en termes de gouvernance mondiale afin d'apporter plus de paix et de stabilité au monde. À vous, Jodine. Merci pour ces chiffres très précis. La deuxième question, nous savons que des délégués de l'Union africaine sont présents à ce sommet. Y a-t-il du nouveau concernant les relations entre la Chine et l'Afrique? Alors oui, justement, Jacob Zuma, le président de l'Afrique du Sud, a rencontré le président chinois Xi Jinping aujourd'hui. Et suite à cette rencontre, le président chinois Xi Jinping a déclaré que les relations entre les deux pays n'avaient jamais été meilleures. Et pour cause, il y a beaucoup de projets en cours en Afrique du Sud. Par exemple, la nouvelle banque de développement a lancé cette année une filiale régionale dans le pays. Il faut savoir également qu'en 2018, le sommet des BRICS se tiendra en Afrique du Sud avec le soutien de la Chine. Il faut bien rappeler également que le président du pays qui est à la tête de l'Union africaine cette année, Alpha Condé, le président de la Guinée, a été invité par la Chine dans le cadre de l'initiative BRICS Plus pour participer demain au dialogue entre les économies émergentes et les pays en voie de développement, et sans oublier les projets qui sont en cours dans le cadre de l'initiative de la ceinture et de la route. On voit bien, enfin il est très visible lors de ce sommet que effectivement les relations entre la Chine et l'Afrique sont au beau fixe. À vous, Jodine. Merci beaucoup Clémence. Le sommet des BRICS s'est ouvert hier, dimanche, à Xiamen, en Chine, et dans le cadre de cette rencontre internationale, une membre du comité économique du Parlement égyptien a été interviewée pour donner son point de vue sur le partenariat entre les BRICS et les pays africains. Dans le cadre de la tenue du sommet des BRICS en Chine, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madame Bassant Fahmy, experte en économie et membre du comité économique du Parlement égyptien. À l'occasion de la tenue de ce sommet, que pensez-vous du partenariat entre les BRICS et les pays africains? Pour l'Égypte et le monde entier s'intéressent
maintenant, comme on a vu, sérieusement à faire des investissements et de coopérer avec l'Afrique. Et le monde entier aussi s'intéresse, c'est-à-dire cette réunion-là, cette conférence, les BRICS, tout le monde trouve le marché de l'Afrique, que ça soit un marché pour vraiment présenter des matières premières, c'est force d'investissement, ou même c'est un grand marché pour vendre les produits. C'est-à-dire, par exemple, en Égypte, le mois prochain, nous avons un grand, qu'on appelle fer, pour les produits chinois. Bien sûr, ce n'est pas pour l'Égypte, c'est pour l'Égypte et l'Afrique tout entière. Et si vous regardez comme ça le plan du monde entier, il y a les États-Unis, NAFTA, avec le Canada et le Mexique, il y a les pays européens, et ensuite il y a l'Afrique et le Moyen-Orient, et l'autre côté. C'est devenu trop petit. Ouais. Tout le monde veut produire, tout le monde veut vendre. Mais vendre où? Si tout le monde veut vendre, tout le monde veut exporter, on doit avoir, comme les BRICS, des relations pour coopérer ensemble. Je vais utiliser un mot pour partager le marché entre nous. Autrement, ça sera vraiment sérieux, parce que le plan, la map est petite. Oui, elle est trop petite, il n'y a plus de... Alors, je pense que ce genre de conférence est très important pour trouver une coopération entre ces pays-là, comment ils vont, entre guillemets, partager ce marché. Parce qu'il n'y en a plus de marché. Alors, à cet égard, comment réaliser une coopération économique gagnant-gagnant entre les BRICS et les pays africains? Ça, c'est question économique, c'est calcul. C'est le seul sujet qui est vraiment facile à faire. Il y a des calculs à faire. Nous avons des intérêts, les pays africains, ils ont des intérêts. Ce sont des pays très riches en matières premières et ressources. Et en même temps, ce sont des pays, je ne veux pas utiliser le mot, qui ne peuvent pas utiliser ces produits ou ces matières premières. Alors là, à mon avis, la meilleure solution, c'est le PPP, c'est-à-dire Public-Private Partnership. Ils ont des ressources, ils ont des richesses, ils peuvent entrer avec ces ressources et richesses en partenariat avec les pays avancés. Ils ont la technologie, ils ont la façon de diriger les compagnies et ils ont les marchés. Ils savent comment faire. Si vraiment on n'applique pas le PPP, ça sera très dur pour les pays africains. D'après vous, comment les pays africains doivent-ils se préparer pour attirer plus d'investissements des BRICS dans leur pays? Ils doivent développer un environnement attirant. Et l'environnement attirant, simplement, ça, c'est une politique fiscale acceptable, politique monétaire acceptable, des lois qui peuvent encourager l'investissement. Et aussi, on doit savoir qu'il y a d'autres choses à côté, c'est comme on appelle, combattre la bureaucratie, le terrorisme. Il faut avoir une disclosure, transparence, gouvernance en général. C'est facile et c'est pas facile. Facile parce que c'est connu. C'est pas facile que ça prend quelque temps. On a besoin aussi de développer l'infrastructure, c'est-à-dire on doit avoir de l'énergie, de l'eau, on doit avoir des chemins de fer, des routes bien faites. Est-ce que c'est dans l'intérêt des pays africains de se tourner vers les BRICS plus qu'aller vers les pays occidentaux? Avec l'amélioration de la situation économique dans le monde entier, c'est devenu bien clair au monde entier que la carte est devenue trop petite. Et on doit trouver, et j'ai répété ça plusieurs fois, une nouvelle équation, une nouvelle stratégie pour diriger l'économie mondiale, de telle façon que tout le monde en profite. On peut pas, il n'y a pas un pays qui est très avancé qui peut profiter de l'Afrique et l'Afrique va être là pour regarder les Africains. Non, eux aussi, ils veulent une bonne vie. Eux aussi, ils ouvrent la télévision, ils ont tous comment on appelle tout, ils voient tout. Le problème dans cette période du monde, c'est que les jeunes voient tout. C'est pas comme avant, c'est-à-dire une cinquantaine d'années ou une centaine d'années avant. Les habitants du tiers-monde ne savaient pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Mais maintenant, ils voient tout et ils disent
Pourquoi nous aussi, on n'a pas ça? Alors là, c'est une nouvelle équation, comme je dis, une nouvelle formule. On vient pour investir chez vous, mais vous allez gagner de cette façon. Alors là, les BRICS, ou n'importe quel pays qui veut vraiment gagner en travaillant en Afrique, ils doivent connaître que les Africains, eux aussi, ils doivent avoir intérêt à faire ça. C'est pour cela que j'ai commencé par dire le Public-Private Partnership. Madame Passante Fahmy, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous êtes experte en économie et membre du comité économique du Parlement égyptien. Je vous remercie beaucoup. La Russie est le plus grand pays de la Terre en termes de superficie territoriale. Tout au long de l'histoire, des empires ont tenté de conquérir la Russie, attirés par ses ressources très vastes naturelles. Aujourd'hui, la Russie est en conflit avec l'Occident. Notre journaliste s'est rendu à Moscou pour tenter de comprendre comment les Russes voient leur pays, indépendamment de ce que les étrangers peuvent en dire. Bienvenue en Russie. J'ai débuté ma visite en visitant la célèbre Académie du chœur de Popov à Moscou. De jeunes garçons âgés de 14 à 18 ans chantent l'iconique Katyusha. Une chanson qui, selon eux, représente l'esprit de la Russie. Mais de quoi s'agit-il, leur ai-je demandé? Et tous ont répondu. Fierté, mère patrie, grandeur, multinationalité, forêt, Moscou. Dans la capitale de la Russie, et ces beautés que la plupart des étrangers voient en premier quand ils arrivent dans cet immense pays. La place rouge et le Kremlin avec les gratte-ciel de la ville de Moscou en toile de fond. Un nouveau centre financier de la capitale russe en changement permanent. Mais est-ce que tous ces lieux bien connus sont les seules choses à définir la Russie d'aujourd'hui ? La vision de Moscou et de la Russie est toujours pleine de stéréotypes. Ces jours-ci, cela concerne la place rouge, le Kremlin derrière moi, Poutine, la Crimée, Snowden, la puissance militaire et les sanctions. Mais comprendre la Russie a toujours nécessité davantage que de la politique au quotidien. Rencontrons Karen Chaknazarov, l'un des réalisateurs les plus réputés de Russie. Son dernier film, Tigre blanc, se déroule durant la période de la Deuxième Guerre mondiale et revient sur les tensions permanentes entre l'Orient et l'Occident qui, selon lui, durent depuis des centaines d'années et ne paraissent pas s'apaiser, même aujourd'hui. En fait, je peux voir que la Russie se développe rapidement et c'est l'une des raisons des tensions accrues avec l'Occident. Les opposants russes ressentent que, et même si beaucoup ne parlent que des problèmes de notre économie, je vois que beaucoup de choses sont en train d'être construites et les progrès sont tout simplement impressionnants. Quelques heures plus tard et quelques rues après, j'ai rencontré un professeur d'université venant des États-Unis qui a déménagé en Russie il y a 20 ans. Il a eu le temps de développer une vision unique de la division entre l'Occident et la Russie. Je dirais que la plupart des étrangers ne comprennent pas les Russes, ne comprennent pas la Russie. Ils pensent que c'est le cas, ils en sont convaincus. Mais il y a une immense incompréhension, un grand fossé entre la réalité et ce que les Occidentaux pensent qu'ils comprennent. Donc, toujours en quête de comprendre ce qu'est la Russie, j'ai visité le mondialement connu théâtre Stanislavski et durant l'entracte de Don Quichotte, j'ai posé cette question à certains des meilleurs danseurs de ballet de Russie. Dimitri Sobolevski déclare que la Russie est l'amour pour la mère patrie. Et pour Anastasia Limenko, la Russie c'est la famille et la culture sous toutes ses formes. Tandis que pour Polina Yerlikina, la Russie est sa mère patrie, un pays qui lui a tant donné. À Moscou, le salaire moyen tourne autour de 700 $ et 1100 personnes ont ce soir décidé de dépenser 40 $ par ticket, montrant un nouvel angle de ce qu'est la Russie. Et à Xiamen, un nouveau restaurant est vite devenu une destination prisée par l'imposante communauté d'expatriés russes. Le propriétaire chinois dit qu'il veut aider les Russes à se sentir chez eux et même à se trouver du travail. Le seul restaurant russe en ville. Il a été ouvert il y a moins d'1 an, mais a vite gagné en popularité auprès de la population russe de Xiamen. Tatiana est de Moscou.
Elle travaille maintenant pour une compagnie d'extraction de pierre à Xiamen en tant que responsable des ventes en Russie et dans d'autres pays. Je préfère y amener mes amis pour leur faire découvrir la cuisine russe. Je veux leur faire découvrir une partie de ma culture. La semaine prochaine, peut-être que je viendrai avec mes collègues. Le restaurant appartient à un couple originaire du nord-est de la Chine qui a passé près de 20 ans à faire des affaires en Russie. Leur appréciation de la culture russe est évidente dans leur nouvelle entreprise. Notre chef, nos serveuses, les fruits de mer et d'autres ingrédients comme le riz, le sel et le sucre sont tous importés de Russie. Des ingrédients russes, un chef russe et des saveurs russes. Le propriétaire affirme que la plupart des expatriés russes de Xiamen fréquentent son restaurant car ils savent qu'ils y retrouveront les saveurs de chez eux, bien qu'ils en soient loin. Liu Weiran évalue qu'il y a près de 4000 Russes et expatriés parlant le russe à Xiamen. Il a de grandes ambitions pour cette communauté. Nous voulons offrir des services alimentaires aux Russes de Xiamen, des échanges culturels et même les aider à se trouver du travail. Nous voulons que ce restaurant devienne un lieu de rencontre sociale pour eux. Mais ces projets sont encore au loin, car pour l'instant, le souci immédiat pour le restaurant est de s'assurer que la nourriture et les boissons servies ici soient assez bonnes pour que les clients y retournent. Et nous enchaînons avec l'interview en plateau, Monsieur Wang. Nous reprenons où nous allons passer le sujet. Alors, je vous pose encore une fois la question parce que tout à l'heure, notre correspondante à Xiamen, Clémence Azuelos, a évoqué que l'édition prochaine du sommet des BRICS sera organisée en Afrique du Sud. Alors, donc, pourriez-vous nous expliquer comment les pays hôtes ou bien les villes hôtes sont-elles choisies par le groupe pour organiser? Je pense qu'on est entré dans un bon cercle, c'est-à-dire que BRICS, donc on tourne actuellement selon l'ordre de ces acronymes, c'est-à-dire que Brésil, puis Russie, puis l'Inde, puis la Chine, puis à la fin l'Afrique du Sud. Voilà, donc actuellement je pense que cela rentre dans un bon ordre et cela va suivre cet ordre-là. Et je crois que chaque année, c'est un pays hôte de proposer une ville charmante, souvent peu connue, et on souhaite faire connaître dans le monde entier, donc d'organiser cette activité, comme par exemple cette année, c'est Xiamen, de Chine, qui est... C'est pourquoi notre correspondante Clémence a évoqué qu'avec le soutien de la Chine, que l'Afrique du Sud est choisie pour le prochain sommet. Oui, parce qu'en fait, l'Afrique du Sud était en ascension en 2010 et surtout, elle a été choisie pour organiser la Coupe du Monde. Donc, cela a attiré beaucoup de regards autour du monde sur l'Afrique du Sud et c'est un pays effectivement en émergence. Donc, c'est à la proposition de la Chine qu'on a décidé d'intégrer l'Afrique du Sud dans le groupe de pays émergents. Donc, cela devient BRICS et cela rime bien aussi. D'accord. Alors, même avant l'ouverture du sommet, nombreux sont les reportages sur Xiamen, deuxième ville chinoise qui a été ville hôte du sommet des BRICS, après Sanya, bien sûr, en 2011, pour la troisième rencontre du groupe des BRICS. Alors, en tant que sociologue, nous nous intéressons, alors, comment Xiamen a été choisi, d'après vous, cette fois-ci, et quelles sont ses particularités par rapport aux autres villes chinoises? Donc, il faut savoir que Sanya a été désigné, je pense, pour donc, cette fameuse endroit pittoresque, la plage, etc. Donc, Sanya, c'est une ville qui se trouve sur l'île de Hainan. Donc, c'est un haut lieu touristique pour les Chinois. Une ville balnéaire. Voilà. Donc, cette fois-ci, pour Xiamen, je pense que c'est aussi significatif parce que à la fois, Xiamen est un lieu d'ouverture. Donc cette ville a été marquée par le mot d'ouverture. C'est une ville où on a connu donc dans l'histoire des ports pour l'exportation des marchandises chinoises. Donc on peut le qualifier comme le lieu de départ de la route maritime de la soie, donc dans l'histoire de la Chine.
en même temps, Xiamen est aussi une ville ouverte pendant les premières années de la réforme et l'ouverture de Chine, c'est-à-dire à partir des années 80. C'est aussi un lieu où M. Xi Jinping a travaillé, donc dans la Pendant province 17 ans, oui. du Fujian. Donc, Oui, il a évoqué cette information lors du discours hier après-midi. Voilà, oui, c'est ça. Donc il a travaillé très longtemps dans la province du Fujian et il connaît très bien cette ville de Xiamen et son potentiel. Et Xiamen est actuellement un haut lieu du commerce international aussi. Donc c'est une ville touristique, bien sûr, historique, touristique, et qui connaît le patrimoine culturel mondial. Donc son île Kulangyu, qui a été classée cette année comme patrimoine mondial UNESCO, de l'UNESCO. Oui. Et en même temps, Xiamen est aujourd'hui très active dans le commerce international et dans l'investissement à l'étranger. Oui, et il y a aussi une zone expérimentée de libre-échange à Xiamen. C'est ça. Oui, c'est pour la province du Fujian, bien sûr. Alors, quand on regarde en arrière le sommet des BRICS à Sanya, y a-t-il des éléments surtout particulièrement importants ou impressionnants pour vous et pourquoi? Je crois que le choix des villes hautes doivent symboliser donc les éléments clés actuels. Donc, je pense que la Chine a bien réfléchi pour choisir ces villes-là. Donc, je pense que comme par exemple cette année pour Xiamen, c'est pour souligner l'importance des initiatives de ceinture et de route dont on parle beaucoup. Et justement, cette année, la Chine a accueilli le forum des ceintures et routes. Désolé. Mesdames et messieurs, les dirigeants d'État sont arrivés. Rendons-nous immédiatement sur place pour la cérémonie d'accueil. Président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud et Madame. Monsieur Temer, président du Brésil. Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée, et Madame. Monsieur Peña, président du Mexique, et Madame. Monsieur Al-Sisi, président de l'Égypte, et Madame.
Monsieur Rakhmon, président de Tadjikistan. Monsieur Modi, Premier ministre de l'Inde. Monsieur Vladimir Poutine, président russe. Tout à l'heure, c'est dans le centre de convention internationale de Xiamen. Le président chinois Xi Jinping et son épouse Madame Peng Liyuan viennent d'accueillir les dirigeants d'État. Ce soir, le président chinois Xi Jinping et son épouse, Madame Peng Liyuan, accueillent les dirigeants d'État participant au 9e sommet BRIC et le dialogue entre les économies de marché émergents et les pays en développement. Le président Xi Jinping va prononcer un discours lors du banquet d'accueil en l'honneur de ces différents dirigeants d'État.
Excellences, les chefs d'État, chefs de gouvernement, Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, et son épouse, Madame Peng Liyuan, donnent un banquet ici en l'honneur des distingués invités des différents pays qui participent au sommet des BRICS à Xiamen et au dialogue des pays émergents et en développement. Maintenant, j'ai l'honneur d'inviter le président Xi Jinping à prononcer son allocution. Chers collègues, distingués invités, mesdames, messieurs, chers amis, bonsoir à tous. Cela me fait un plaisir particulier de me trouver parmi les amis nouveaux et anciens à Xiamen, à l'occasion du sommet des BRICS et du dialogue des pays émergents et en développement. Tout d'abord, je tiens à souhaiter, au nom du gouvernement et du peuple chinois, et au nom également de mon épouse, une chaleureuse bienvenue à tous les dirigeants et à tous les invités. Xiamen est une ville merveilleusement fleurie et bercée par la mer. C'est une ville qui a la réputation d'être un jardin flottant qui offre un paysage magnifique et un climat agréable. C'est aussi l'une des 5 grandes zones économiques spéciales de Chine, une vitrine d'ouverture et une terre de l'innovation. Xiamen est aussi le pays natal d'un grand nombre de Chinois d'outre-mer et le berceau de la culture du sud du Fujian, celle qu'on appelle de Minnan. La rencontre et l'enrichissement entre les cultures chinoises et étrangères a forgé le caractère ouvert et tolérant de cette ville. Il y a plus d'un mois, Xiamen a vu l'île Kulangyu, surnommée musée architectural et quartier historique international, classé patrimoine culturel mondial. Et aujourd'hui, la ville accueille les dirigeants des pays des BRICS et des pays invités à ce sommet. Ce sont autant d'événements qui ajouteront au charme de Xiamen. En 1985, il y a donc 32 ans, je suis arrivé à Xiamen pour travailler ici. C'était à l'époque pour être vice-maire de la ville et je suis arrivé le jour même de mon 32e anniversaire. Et 32 ans se sont passés. À l'époque, il y avait rarement de grandes tours. La ville n'était même pas très bien éclairée. Et il n'y avait que très peu de touristes ou hommes d'affaires étrangers. Alors qu'aujourd'hui, 32 ans après, si la ville est toujours bercée par les vagues, elle a pris toute une autre physionomie, celle d'une ville de gratte-ciel et de nuit blanche. Une ville où l'on vit sous un ciel bleu et entouré d'une verdure infiniment agréable. Les habitants de Xiamen, courageux, persévérants et travailleurs, ont su saisir l'opportunité offerte par la réforme et l'ouverture de la Chine et ont fait de Xiamen une ville
moderne et cosmopolite, où l'activité économique est dynamique, où la population vit une vie heureuse et où les échanges sont multiples avec le reste du monde. Le flamboyant arbre à floraison rouge vive luxuriante et les aigrettes, oiseaux au vol puissant, sont autant de symboles de l'esprit d'entrepreneur de Xiamen. Chers collègues, chers invités, le développement de Xiamen est un reflet du parcours qu'a connu la Chine depuis le lancement de la réforme et de l'ouverture. Dans les autres pays émergents et en développement, il y a eu et il y aura encore des histoires de réussite comme celle qu'a connue Xiamen. J'en suis profondément convaincu. Parce que nous avons des peuples grands, travailleurs et pleins de sagesse, parce que nous avons cette aspiration de sortir de la pauvreté pour une vie meilleure, parce que nous recherchons tous inlassablement la justice, la paix et le développement. Un poème chinois dit: la distance a beau être longue, les vrais amis se sentent toujours proches. Malgré la longue distance géographique qui nous sépare, ces rêves et aspirations communs nous rapprochent et nous font de bons amis et de bons partenaires. Dans cette partie de la Chine, le sud du Fujian, les gens ont l'habitude de dire que lorsqu'on travaille avec une même conviction, on peut créer des miracles en transformant la terre en or. Pour nous, les pays émergents et en développement, tant que nous unissons nos efforts et avançons la main dans la main et dans la solidarité, nous réussirons à créer encore plus de miracles de développement et à assurer à nos peuples une vie meilleure. Le nom Xiamen signifie en chinois la porte d'un grand édifice. Le sommet des BRICS d'aujourd'hui a été un grand succès avec des discussions intenses et fructueuses. Et demain, le dialogue des pays émergents et en développement sera l'occasion d'envisager ensemble le développement et la coopération à l'échelle internationale. Je forme le vœu sincère que notre rencontre à Xiamen ouvrira pour nous une nouvelle porte de coopération et de développement et inaugurera une deuxième décennie d'or pour les pays émergents et en développement. Tout comme ce que les symboles du sommet du dialogue nous invitent à faire, ensemble, naviguons vers un avenir radieux de développement et de prospérité. Maintenant, merci. Maintenant, je propose qu'on lève le verre pour boire au plein succès du sommet des BRICS et du dialogue des pays émergents et en développement, à l'avenir radieux des pays émergents et en développement et à la santé de tous les invités et à celle de leurs familles. Kanpei. Kanpei.
Mesdames et messieurs, vous venez d'assister à la cérémonie d'accueil organisée par le président chinois Xi Jinping pour les hôtes distingués du 9e sommet des BRICS à Xiamen. M. Xi a par ailleurs donné un discours sur place. Nous enchaînons dans cette émission spéciale avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Wang, pourriez-vous partager avec nous quelques éléments impressionnants dans le discours du président Xi Jinping tout à l'heure? Je crois que c'est un discours assez émouvant. Nous avons entendu que M. Xi Jinping avait évoqué donc, sa jeunesse lorsqu'il il est venu pour la première fois à Xiamen pour devenir le vice-maire de la ville il y a 32 ans. Oui. Donc c'était son anniversaire. Donc il a bien sûr beaucoup d'émotions pour cette ville. Oui. Et il a bien sûr donc ce droit de dire combien cette ville a changé. Oui. Donc, sur son regard, il avait évoqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités, pas de gratte-ciel, pas de lumière le soir. Il y a rarement de touristes étrangers non plus. ni étrangers, etc. Donc, cela prouve que combien il est attaché au changement de cette ville. Aujourd'hui, le ciel est aussi bleu et la verdure est là, mais tout a changé en termes de l'économie. Xiamen est devenue une ville portuaire importante, donc une porte ouverte qui symbolise l'ouverture de la Chine en termes économiques. Donc ça, c'est donc un point très touchant pour nous. Et en plus, je crois qu'il a souligné comme un deuxième point, le plus important, c'est la solidarité entre les pays des BRICS et des pays en voie de développement. Donc, ce qui pourrait constituer une force importante du développement de ces pays-là. Et donc, il a employé un terme chinois. Donc, la terre jaune deviendra l'or. Donc, l'or qui rime, qui correspond avec la proposition qu'il a lancée hier après-midi, que ce sommet à Xiamen lance la deuxième décennie d'or du développement des BRICS, des pays de BRICS, ainsi que les pays en développement. Oui. Alors, le forum de l'industrie EduComex a donc été lancé depuis hier, comme vous avez dit, et 4 thèmes principaux sont apportés à l'ordre du jour. Alors, pourriez-vous nous faire un petit résumé de ces 4 thèmes et lequel de ces thèmes vous avez impressionné surtout? Je crois qu'il y a plusieurs thèmes, disons, traditionnels. Donc, qu'il avait mentionné d'abord la coopération commerciale. Donc, le commerce international constitue l'élément le plus important de coopération entre les pays des BRICS. Et en même temps, l'investissement compte beaucoup aujourd'hui. Et ces pays, donc des 5 pays de BRICS, s'investissent entre eux. Donc, ce qui occupe une place importante. Donc, là, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est justement la coopération financière et la possibilité entre ces pays de trouver une meilleure structure pour mieux gérer le financement. Donc, je crois que le financement aujourd'hui, ça, c'est très important pour les pays émergents comme les pays de BRICS, mais aussi important et surtout pour les pays en développement. Je crois que cette année-là, nous avons vu aussi, M. Xi Jinping avait proposé cette notion d'offrir le BRICS comme une plateforme de coopération avec les autres pays. Donc, par cela, nous avons également un point sur l'interconnectivité. L'interconnectivité, cela symbolise non pas uniquement l'infrastructure, la construction des chemins de fer, des routes, donc développement des réseaux aériens, mais aussi l'interconnectivité entre les personnes, donc les échanges humains, donc la culture, l'éducation, le sport. Donc il y a beaucoup de termes et de domaines dans lesquels nous pouvons travailler conjointement pour développer les échanges entre les pays de BRICS. Donc à la fin, il y a une nouvelle notion qui a été proposée, c'est l'économie bleue. L'économie bleue, c'est une notion récente, nouvelle, qu'on avait proposée à tous les pays de BRICS pour qu'on réfléchisse ensemble de quelle manière on peut développer notre économie de façon durable. Là, ça, c'est un terme le plus à jour, le plus actuel. Donc, en Chine, on parle beaucoup de la protection de l'environnement depuis quelques années, surtout de gérer la question de pollution qui accompagne le développement. Et actuellement, je crois que cette souci ou cette préoccupation est partagée par tous les pays de BRICS. Et dans notre modèle de développement et de croissance, il faut
donc réfléchir sur cette restructuration économique pour que les pays puissent connaître à la fois le développement et éviter le dégât de l'environnement. Merci beaucoup. Merci pour avoir participé à notre discussion. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale. Merci de votre fidélité. On vous retrouve à 20h heure de Beijing pour une autre émission spéciale consacrée à la soirée de gala pour le 9e sommet des BRICS. Suivez-nous sur le site web internet et les réseaux sociaux. À très bientôt sur CGTN Français.